j'ai 78 ans. J'ai des activités diverses, notamment celle de m'occuper de présider le fonds d'expérimentation Zéro chômeur, que le Pacte civique connaît bien. Ma carrière a été une carrière de fonctionnaire jusqu'en 1989 et de 1989 à 2012, j'ai été chef d'entreprise, Snecma, Aérospatiale, SNCF, Airbus. Et j'ai repiqué dans l'entreprise chez PSA, dont j'étais président du conseil de surveillance de 2014 à 2021. Donc, mon expérience en entreprise est de 23 ans comme dirigeant d'entreprise et de 6 ans comme président du conseil de surveillance d'une entreprise industrielle importante française, PSA. Voilà. Le mot sobriété connaît une fortune extraordinaire actuellement. Vous avez précédé la mode, puisque maintenant, on ne peut plus, on ne peut plus lire un journal sans que la sobriété soit là. Et, et on nous demande de préférer la sobriété choisie au rationnement subi. Bon, donc je crois qu'il faut essayer de ne pas se focaliser sur cette, cette mode et cette notoriété récente du mot sobriété. La sobriété, je n'ai pas de définition, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste de cette question, et d'autre part parce que je pense que chacun a sa définition de la sobriété. Ce que je constate, c'est que beaucoup de gens appliquent déjà la sobriété, ce sont les pauvres. Les pauvres pratiquent la sobriété depuis très longtemps. Et je pense que lorsque nous parlons de sobriété, il faut que nous soyons sensibles au fait que ça ne touche que ceux qui ont la capacité à économiser. Les autres, ils économisent de toute façon de force. Et c'est pour cela que je suis un tout petit peu préoccupé quand je vois l'engouement pour la sobriété sans le replacer dans son cadre social. Il faut pas tout mettre derrière le même concept. Vous parlez de lutte contre les inégalités, qui me paraît être un combat absolument décisif. Que je dois dire que je ne voudrais pas justement que la sobriété camoufle l'abandon de la dimension sociale du problème. Et je suis un peu préoccupé sur ce point. Et je ne voudrais pas que sobriété se fasse au détriment de la lutte contre les inégalités. Je pense à peu près exactement l'inverse de vous, c'est-à-dire vous mettez la lutte contre les inégalités dans la sobriété. Je pense que la sobriété, pour un certain nombre de personnes, peut être un moyen de s'abstraire de la lutte contre les inégalités. Encore une fois, la sobriété, c'est l'économie des moyens. C'est le fait de lutter contre les gaspillages et de faire en sorte que l'on n'ait pas besoin de plus, que l'on n'ait pas plus que ce dont on a besoin. Le besoin, d'ailleurs, pouvant être assez largement entendu. Les entreprises, elles pratiquent la sobriété depuis longtemps parce que c'est la chasse au coût, hein. Et on a suffisamment reproché aux entreprises de s'intéresser très, très fortement à la chasse au coût de toute nature. Mais je pense qu'en matière de sobriété, elles ont quelques leçons à donner, notamment à l'État et aux collectivités locales, parce qu'elles ont été beaucoup plus, pour des raisons économiques claires, elles se sont engagées beaucoup plus dans cette voie. Ceci étant dit, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller plus loin.
Vous avez évoqué, par exemple, les connexions Internet. Je ne sais pas si on peut aller au-delà de ce que, si on peut véritablement réduire la place du numérique dans les entreprises. Je ne le pense pas. Très franchement, je ne le pense pas. Ceci étant dit, ça n'empêche pas de faire des économies si on déconnecte le Wi-Fi en dehors des heures de travail, etc. C'est une possibilité. Mais là aussi, il faut faire attention. Le télétravail est présenté maintenant comme une source de sobriété. C'est-à-dire qu'on économise en frais de transport, etc. Mais le télétravail n'a pas que des avantages. On le voit bien. Il crée aussi des problèmes psychologiques chez les personnes, les salariés. Il a aussi un impact sur le collectif de travail, l'organisation du collectif de travail. Donc, vanter le télétravail au nom de la sobriété, pourquoi pas, mais il faut en face être capable d'analyser aussi les problèmes que soulève le télétravail. Donc, pourquoi pas je me méfie d'une entreprise donnant des conseils à ses salariés de sobriété, parce que je peux vous dire que la réaction va être assez vive. On va dire, ça y est, on nous demande la sobriété pour limiter les augmentations de salaire. Donc, je serai chef d'entreprise, je serai encore chef d'entreprise, j'hésiterai à m'engager dans ce débat-là, hein, de conseiller la sobriété à ses salariés. Et quant à l'entreprise, la sobriété, je veux dire que une entreprise qui n'a pas qui ne pratique pas la sobriété est une entreprise qui est mal gérée. Quand je vois des entreprises qui font des investissements immobiliers somptuaires, je me dis que ces entreprises sont mal gérées. Euh, euh, ne mettent pas, elles gaspillent de la ressource. Et est-ce que c'est un sujet qui pourrait être dans le dialogue social? Encore une fois, si on ne parle pas de la sobriété des salariés, ça, je pense que c'est pas au patron de faire la leçon aux salariés en matière de sobriété. Pour parler clair. En revanche, que l'entreprise regarde dans le cadre du Conseil économique et social les mesures à prendre pour aller dans le sens de la sobriété, pourquoi pas? Mais moi, je sais déjà quelle va être la réaction des syndicats. Je pense que si je prends l'exemple de Zéro Chômeur, Zéro Chômeur est très engagé dans la lutte contre le gaspillage et la récupération des déchets, ce qui est une forme de sobriété, puisqu'on réutilise des choses qui ont déjà été produites. Donc, oui, bien sûr, l'économie sociale et solidaire peut avoir sa part dans la promotion de la sobriété. Mais là aussi, attention, c'est pas, le public de Zéro Chômeur sont des gens dans des situations parfois de très grande pauvreté. Il ne s'agit pas de leur faire la leçon en matière de sobriété. Moi, je me méfie beaucoup de la sobriété qui n'est pas associée à la prise en compte de la situation sociale des personnes.